Envie de rouler? Location de moto vous présente votre programme sans concession. Nous sommes au cœur de Paris pour la 12e émission sans concession, à 2 pas de la place d'Italie, chez Suzuki Action Bike. C'est notre premier concessionnaire Suzuki. Et pour l'occasion, on aura de grands invités. Dominique Mélion sera avec nous, Philippe Monneret sera avec nous et un invité surprise. On parlera du permis A2. On a essayé la SV 650X ouverte aux jeunes permis. Et puisqu'on est chez Suzuki, dans la rubrique C'était mieux avant, on parlera de l'immense Barichine. A tout de suite. On est très bien installé dans le centre de Paris, à 2 pas de la place d'Italie, au 66 boulevard Auguste Blanqui, dans la concession Suzuki d'Olivier Juira. Salut Olivier. Salut David. Avec nous, le responsable marketing communication de Suzuki France, Julien Garcia, qui nous fait le plaisir de venir également. Oui, le plaisir est pour moi. Bonjour David. Salut Julien. Et puis Eric Sélis avec nous, comme d'habitude. Salut Eric. Tout va bien? Ça va, un peu frisqué dehors, mais tout va bien. Cette saison. Ouais, cette saison. Olivier, cette concession ici, tu m'as dit que ça fait 20 ans à peu près que tu l'as ouverte? Tout à fait, on a fêté les 20 ans d'Action Bike en fin d'année dernière. Pas mal d'activités, donc depuis 20 ans, tu n'as jamais bougé, c'était toujours ici? C'est toujours ici, on a toujours été concessionnaire exclusif Suzuki. Ouais. Et donc effectivement, une belle activité depuis ces 20 années. Julien, concessionnaire exclusif Suzuki, ça représente quelle proportion des concessionnaires Suzuki en France entre les multimarques et les exclusifs? Aujourd'hui, on doit avoir à peu près une trentaine, 35% d'exclusifs sur le territoire. Oui. Ouais. Et puis l'activité de quelqu'un comme Olivier, vous le suivez de près? Vous suivez de près ce qui se passe? On essaye d'être proche du réseau, hein, ça c'est évident. C'est la priorité numéro 1 chez Suzuki, c'est les concessionnaires. Ouais, parce que la production, les nouveautés Suzuki, c'est un peu plus faible ces dernières années, hein, on l'a constaté. Il y a néanmoins une SV 650X qui est sortie. Vous ne misez plus sur le rapport qualité-prix, on va dire. Voilà. Alors, oui, effectivement, on a eu des changements majeurs dans la politique de Suzuki. Donc, on voit aujourd'hui une gamme qui a tendance à évoluer. On ne va pas parler de premium, mais on a tendance à développer des machines avec un panier moyen qui augmente. En ce qui concerne les nouveautés, alors on a eu une belle saison en 2017 avec des modèles qui sont arrivés nombreux. On a tendance à oublier, puisque effectivement présenté à l'ECMA, on n'avait qu'une seule nouveauté. Ouais. Mais sur fin 2017, ça fait encore 14 nouveautés au total qui ont été lancées. Et puis elles sont arrivées un peu tard, mais elles sont arrivées un peu tard, on les a, donc on est prêt à faire une très belle saison avec des machines qui sont quand même nouvelles, puisqu'on a grosso modo la plus ancienne aujourd'hui, elle a 1 an, quoi. Ça reste des machines plutôt récentes. Ouais. D'accord. Olivier, qu'est-ce que tu vends le plus ici? Alors sur le marché parisien, on vend beaucoup de scooters maintenant. Ouais. Mais chez Action Bike, on a gardé une grosse clientèle de motos, notamment de motos sportives. Donc on a fait un très bel accueil à la nouvelle GSX-R 1000 par exemple en 2017. Et on a gardé un noyau de clients qui roulent également en roadster, la GSX-S 750, GSX-S 1000. Mais aujourd'hui, effectivement, notre activité, elle répond beaucoup à la demande parisienne du commuting et on vend une grosse part de nos ventes, c'est du scooter Burman 650, Burman 400, Burman 125. D'accord. Toi, tu es passionné de sport, Olivier. Tu pratiques même? Un petit peu, mais effectivement, moi, je suis venu à la moto par passion au départ. Bien sûr, et j'en ai fait mon métier. Donc, je pratique un petit peu pour me faire plaisir. Et on est un petit peu impliqué aussi en compétition à travers des teams en endurance notamment. Ouais. Avec JMA Moto cette année. Alors en endurance, on va accueillir tout à l'heure un grand monsieur de l'endurance, Dominique Mélion, qui a acquis 15 titres avec le Suzuki Endurance Racing Team. On accueillera un de ses anciens pilotes aussi, Philippe Monneret, au parcours flamboyant, télévision, moto-école. On va y aller doucement parce qu'on ne va pas le retenir après. On ne va pas le retenir, ouais. Donc Philippe Monneret sera avec nous. Et avec nous,
un invité surprise qui va arriver et qui pourrait bien, un de ces jours, être un des pilotes officiels de Dominique Mélian. Julien, vous avez peu de nouveautés en 2018, par contre vous avez plein d'initiatives. Je sais que vous avez lancé une GSX-R Origins, tu peux nous en parler ? Oui, tout à fait. Alors, dans le but d'animer le réseau, d'animer un peu nos ventes, on a souhaité cette année mettre l'accent sur les préparations. Hein. On est dans un milieu de passionnés, donc l'idée c'est de présenter nos modèles sous différents aspects, avoir la possibilité de retrouver, faire des clins d'œil. Alors l'origine, c'est une machine qui reprend les coloris de la GSX-R d'époque de 85. On a effectivement un milieu de passionnés qui est très sensible à ce genre d'initiative. Il y aura pendant toute la saison, je pense, d'autres surprises. On a vraiment envie cette année de faire parler de Suzuki et de montrer qu'on est présent et qu'on se bouge un petit peu, bien sûr. Olivier, la SV650X, c'est un modèle Café Racer, néo-rétro, on te les réclame ces motos? Oui, il y a une grosse tendance néo-rétro. La SV650, c'est un super produit technique. Et le fait d'avoir décliné un modèle un petit peu Café Racer, mais d'origine d'usine, je pense que ça va répondre à une certaine demande. Voilà, et c'est une moto qui peut être bridée pour les nouveaux permis à deux. Donc c'est particulièrement intéressant pour nous. D'accord, les anciennes, je vois qu'il y a une ancienne 125 derrière toi. Elle date de quand celle-ci? Alors celle-là, elle date de 1973. C'est effectivement une T125 Flying Leopard. D'accord, donc Flying Leopard. Julien, vous travaillez sur le néo-rétro, j'imagine? Alors on travaille sur tous les segments, évidemment. Aujourd'hui, on peut parler d'un segment néo-rétro. On a été un petit peu d'ailleurs les pionniers en France sur cette tendance, puisque on a sorti une SV650 Scrambler, il y a déjà de ça 2 ans maintenant. Et l'idée c'était d'amener effectivement un côté vintage sur nos gammes. La SV650X, on est allé l'essayer en version A2, justement, tu en parlais Olivier, dans la version jeune permis, et on en a mesuré toutes les capacités à un endroit où on passe le permis. On revient tout de suite. C'est donc la nouvelle SV650X, la nouveauté de l'année 2018 qu'on a essayé en version A2, c'est-à-dire que de 76 chevaux, cette SV650 est passée à 47,5 chevaux. Le fameux V-Twin Suzuki, le super V-Twin Suzuki à la longue carrière, on l'a essayé donc dans cette version Café Racer. Donc ce qui change sur cette version X, qui a beaucoup de charme, c'est d'abord la selle qu'on jurerait monoplace, mais elle propose quand même une assise pour le passager. On a aussi un petit saut de vent à l'avant qui encadre le phare rond typique de la SV650, des réglages de fourche en précontrainte avec des bracelets que l'on voit sous le tête de fourche, une contenance de réservoir plus importante avec, vous voyez, le petit marquage Suzuki à la place du fameux S qui maintenant prend place sur les réservoirs. 700 ml de plus, on passe à 14,5 litres de contenance sur cette moto. On regrette juste que le pot ne soit pas un petit pot Café Racer comme on aime bien, mais bon, il fallait contenir le tarif puisque cette SV650X est proposée à 7 699 €. Évidemment, c'est bridé, on n'a pas trop l'habitude de gérer 47,5 chevaux, mais il n'empêche que le bicylindre reste assez agréable. Il y a une bonne reprise et cette fameuse aide au démarrage que propose Suzuki, c'est-à-dire que quand on joue un peu avec l'embrayage, ça empêche de caler. Le poids ne se fait pas sentir, on est quand même sous les 200 kg, on est à 198 kg. Puis on a un tableau de bord très complet pour cette version d'entrée de gamme avec un afficheur de la vitesse engagée, avec un compteur digital très agréable à regarder. En dynamique, on a apprécié sur cette version X le remplacement des Dunlop Qualifier par des Road Smart. Alors on est avec une moto jeune permis de 47 chevaux et demi. On est sur un circuit de moto-école et je vais vérifier si j'ai pas perdu la main pour quelques exercices de plateau.
Voilà pour l'essai de la SV650X. On est allé à un endroit que l'un de nos invités sur le plateau connaît bien. Salut Philippe. Bonjour. Merci de nous rejoindre, merci de nous avoir accueillis à Meudon. C'est tout nouveau en fait. Non, c'est pas nouveau, hein. Ça fait plus de 25 ans qu'on est à Meudon. En revanche, la piste est nouvelle. On a fait de gros travaux pour justement avoir plus de place, plus de monde, parce que c'est ça aussi l'évolution de la formation moto. D'accord. Toi, tu as changé de marque il n'y a pas longtemps, Philippe. Tu es passé de Yamaha à Suzuki pour les motos de ta moto-école. Pour quelle raison ? Financière. Quelle mauvaise langue, cet Eric Sellis. Il pense qu'au blé, lui. C'est ça son problème. Et tout le monde n'est pas comme lui. Alors, non. C'est la nature des modèles. Déjà, moi, j'étais toujours attaché à Suzuki. C'est une marque c'est une marque historique pour moi. À l'époque je voyais qu'on parlait de 725 tout à l'heure. À l'époque de Pierre Bonnet, déjà, j'avais couru sur des Suzuki. GS, des Suzuki Katana, en supermotard, des petites Suzuki RM500, les premiers supermotards. Ça, c'était sympa. Puis après, on le verra tout à l'heure, j'ai rejoint le CERT. Voilà, le CERT avec Dominique Meillan, la légende. Ouais. Voilà, donc j'ai une histoire avec Suzuki. Et puis on s'est rapprochés, ça faisait quelques années qu'on discutait. Et puis j'ai trouvé que Suzuki voulait faire des efforts dans le domaine de la formation. C'est ça aussi qui m'intéressait, qui avait des modèles adaptés. Parce que la SV, c'est une super moto. Je le vois par rapport à ce qu'on avait avant, peut-être un peu plus adapté aux débutants, très facile. Entre tes multiples activités, parce que tu en as beaucoup, il y a donc les moto-écoles, il y a la télévision, avec Eurosport tu commentes le MotoGP, et puis il y a aussi un partenariat avec un certain système Cosmo Connected. Pourquoi tu t'es associé à cette initiative ? Parce que j'ai trouvé que c'était une idée canon en fin de compte. Parce que c'est pas qu'un feu, hein, on l'a bien vu, c'est aussi quelque chose qui te géolocalise si tu as un problème, qui va appeler les secours. Et ça, c'est pour moi un plus en termes de sécurité. Et puis bien sûr, la visibilité. On voit maintenant qu'en dehors des agglomérations, on n'est plus éclairé. Donc moi, quand je prends ma moto, je suis dans le noir et qu'il pleut, si j'ai un petit feu additionnel sur mon casque, je trouve que c'est une bonne idée. Tout ce qui va dans le sens de la sécurité de la moto et de la bonne image de la moto m'intéresse. D'accord, tout de suite, la sécurité en moto, on en reparle tout de suite dans les tops et les flops. Le premier top, c'est le retour du Mototour en Tunisie. On s'est rendu à la conférence de presse organisée par Marc Fontan et Sam Thomas et on en a profité pour interviewer quelqu'un qui est déjà venu sur le plateau, Laurent Cochet, qui va participer au Mototour. J'ai fait pas mal de mototours et à chaque fois j'ai fait des vidéos et des reportages et pour moi l'objectif c'est d'essayer de raconter une histoire et c'est vrai que du coup la Tunisie c'est une belle terre d'aventure et d'histoire pour venir faire un mototour, goûter à des spéciales, je pense des paysages qui vont être hallucinants et voilà, puis voir plein de sourires, des gens heureux et faire de la meule quoi avant tout. Je viens avec une Ducati Multistrada 1260 Pikes Peak. Ouais, j'ai de la chance. Je crois que c'est la responsabilité d'avoir emmené une passagère et de m'être gaufré. D'ailleurs, c'est ma seule gaufre sur 5 ou 6 mototours. Un petit matin à 8h, à 2, sortie de virage du Gravillon, on a fait demi-tour. J'ai vu une gerbe d'étincelles. J'ai vu ma passagère tournoyer juste à côté de moi. On s'est relevé. Elle m'a dit c'est pour ça que je suis venu, c'est vraiment génial le mototour. Et là je me suis dit il y a quand même un problème quoi. Et voilà, ça c'est un souvenir effectivement super fort quoi. Mais aussi parce que j'avais quand même une responsabilité, c'est dur de chuter avec quelqu'un, il vaut mieux le faire tout seul quand même. Autre belle initiative, un gros programme au Salon de Lyon qui a lieu le week-end prochain. Un gros programme avec pas mal d'exposants, pas mal d'animations. Et puis un nouveau magazine, un peu d'autopromo, ça fait pas de mal, Pétrolette qui est sorti avec une initiative originale aussi, des lithographies 90 en édition limitée, 100 lithographies tirées dans une très belle imprimerie, l'imprimerie Les Éditions Anthèse à Montrouge. On passe au flop, notre gros flop, le débat des 80 km/h avec une drôle d'initiative de la sécurité routière qui a pris une énorme campagne de publicité dans la presse, toute la presse locale et régionale,
a été irrigué par une vaste campagne de presse sur les bienfaits du 80 km/h. On va passer au débrief sport avec un invité qui va nous rejoindre sur le plateau. A tout de suite. Le débrief sport avec Dominique Mélian qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre. Salut Dominique. Ben bonjour, tu vois, c'était facile, tu prends la route, tu arrives ici, il fait beau et c'est un plaisir. Ouais, t'es venu du Mans. Eh oui, du Mans, de la capitale du sport mécanique. Ouais, bien sûr. Merci Dominique, comment va la santé ? La santé, ça va, tuyau neuf, c'est presque tout neuf de partout, donc ça ne peut aller qu'on ne peut mieux, c'est parfait. D'accord, merci. Tu connais bien Philippe Hélas, oui, je connais Philippe. Eh oui. Ça fait des années. Philippe, tu étais pilote pour Dominique. Tu le vois toujours ou pas ? Non. Tu le voyais à l'époque ? Je pense que je le voyais à l'époque. Ah si, tu avais un peu de respect à cette époque-là. Je Si, voyais. si. Mais moi, je l'ai connu C'était tout le le chef, parce que Dominique courait avec des triomphes à l'époque où mon père s'occupait à la CGCM de l'importation des triomphes. Donc moi, je l'ai connu, Dominique, j'avais 8-9 ans. Quoi. Voilà, sur des vraies motos de course. Terrible. Alors justement, Eric, tu nous as fait un petit historique du Suzuki Endurance Racing Team. Ouais, le Suzuki Endurance Racing Team de Dominique Mélian, c'est 30 ans d'existence, c'est 1980, la naissance du Suzuki Endurance Racing Team. Mais Dominique, il avait commencé la course, donc comme vient de l'expliquer Philippe avant. Et surtout, ce qu'on ne sait pas forcément tout le temps ou qu'on oublie, c'est qu'il a commencé un peu en vert, puisque dans les années 70, il était chez Kawasaki. Donc il s'occupait des Kawasaki. Puis après, de 80 à aujourd'hui, voilà, c'est plus de 30 ans d'existence, c'est 15 titres de champion du monde. Et c'est une brochette de pilotes passés sur ces motos assez exceptionnelles. Alors évidemment, Philippe Monneret, mais parmi les pilotes emblématiques du Suzuki Endurance Racing Team, il y a Hervé Moineau qui a été l'un des plus vieux pilotes, entre guillemets, 15 ans. Et puis aujourd'hui, c'est Vincent Philippe qui lui aussi fait une belle carrière au sein du Suzuki Endurance Racing Team. Puis il y a eu des pilotes exceptionnels, il y a eu Doug Pollen. Faut pas l'oublier. Il y a eu Peter Goddard aussi, ça a des sacrés pilotes. On a eu un pilote australien, j'allais dire Troy Bayliss, mais c'est pas Troy Bayliss, c'est un pilote australien qui nous avait fait une belle figure au bol d'or parce qu'on avait l'axe de roue arrière qui sortait et puis il était rentré. Mais enfin bon, ça c'était une autre histoire. On a eu des Dominique Sarron, Bruno Bonnuil, Juan-Éric Gomez, Jean-Marc Delétang. Donc voilà, il y a une carrière de pilote, une belle brochette de pilotes. Que 90. Voilà. 90 que 90 Pierre-Étienne Samin. Pierre-Étienne Samin. Oui, bien sûr. On parle de Pierre-Étienne Samin, bien sûr. C'est vrai, mais c'est vrai que 90. Ouais. Et voilà, c'est une machine qui fonctionne et c'est une machine à gagner des trophées. Et elle en gagne tellement que ça attire les convoitises. Eh bien oui, faut croire. Alors je ne sais pas si c'est le bol d'or et que l'or a attiré les gens qui sont... Je ne sais pas, mais toujours est-il que j'ai 11 bols qui sont disparus et puis 8 trophées des 24 heures. Alors, c'est vrai que ça n'a pas de valeur commerciale, c'est vrai. Ça a une grosse valeur sentimentale. C'est ma fille qui a fait des soirées chez toi. Parce que moi, chaque fois que ma fille fait des soirées, il y a des trucs qui disparaissent. Les cambriolages en ce moment, il faut se méfier, attention. T'as du nouveau quand même ou pas ? Non, j'ai pas de nouveau. Il faut croire que les trophées sont beaux et ils les gardent bien au chaud. Alors peut-être qu'un jour on les retrouvera, tu sais. On peut toujours retrouver. Mais pour l'instant, ça dort. Et je suis un petit peu... Ouais, c'est vrai, c'est un petit peu dommage parce que plein de sentiments. Sur un trophée, ça se gagne, ça ne s'achète pas et ça se gagne avec le travail d'une équipe. Alors voilà, je suis un petit peu déçu. Oui. Philippe, tu avais gagné les 24 heures du Mans, c'était pas avec Dominique ? Non, mais on avait fait une belle saison avec Dominique quand même. On avait fini vice-champion du monde. On avait fait pas mal de podiums, sauf au bol d'or, où tu nous avais fait changer un alternateur 1 heure avant la fin. Une stratégie d'équipe. Ouais, une stratégie d'équipe. Mais bon, d'un autre côté, ça avait permis à mes deux potes, Moineau et Christian Lavieille, avec qui je travaille toujours, vous voyez que moi je suis pas rancunier, de faire le podium. Voilà. Alors, et à l'époque, il transpirait, c'était abominable. Ah ouais. Oh là là. Dominique, une petite prescription, quelque chose que tu n'as jamais dit sur tes secrets ou Non, j'ai toujours tout dit de mes secrets qui en sont donc... T'es sûr ? Comment ? T'es sûr ? Si. Non, mais il n'y a pas de gros secret dans la façon de mener une course, dans la façon de préparer les motos. C'est beaucoup de travail. C'est passer beaucoup de temps devant des écrans, beaucoup de temps à serrer les boulons, c'est vrai. Alors j'ai une équipe qui est fabuleuse parce qu'elle le fait bien, mais non, les seuls secrets que l'on pourrait avoir en endurance, c'est le boulot, le travail. La confiance des pilotes et vice-versa, les mécaniciens vis-à-vis de leurs pilotes, les pilotes vis-à-vis de leur équipe technique, c'est très très important. Et je pense que là, tu peux nous en parler parce que c'est vrai qu'un pilote qui ne sent pas son équipe,
ben là, tous les secrets s'effondrent parce que tu ne peux plus rien tirer du pilote. Et c'est logique, s'il n'a pas confiance dans la mécanique. Et ça, c'est presque secondaire. Mais dans son équipe, et j'insiste vraiment, c'est sur ça que tu peux bâtir vraiment une grosse équipe et une grosse expérience. C'était très sérieux, mais quand même sans se prendre au sérieux. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une très très bonne ambiance. Et des petits détails comme Dominique, quand tu descends de la moto, que tu t'es quand même un peu défoncé et qui te dit, bon, au prochain relais, là, va falloir qu'on attaque. Et là, tu te dis, putain, comment je vais faire ? T'as le don du management. Voilà. Non, mais j'étais pas méchant, ça n'a jamais été méchant. Non. Il faut bien garder ta troupe un petit peu tout ça sur le feu. En fait, ce qu'il faut regarder chez Dominique, c'est ses mains. Quand il a les mains dans le dos et qu'il y a les pouces qui circulent comme ça, qui tournent, pas bon signe. c'est que ça va pas dans son sens. Par D'accord. contre, après au niveau du management, moi je me rappelle de deux exemples, notamment avec Doug Pollen. Doug Pollen qui était double champion du monde Superbike et qui une année au Bol d'Or roule, rentre, et là Dominique lui fait « tu repars ». Et là, Pollen, on lui parlait pas comme ça jusqu'à présent. Et là, ça l'a tellement énervé qu'il a mis la vitesse tout de suite. Ouais. Et il n'avait pas vu que la roue arrière n'était pas encore fixée et ça a mis la roue en travers en traction et ça a fendu le bras oscillant. Et c'est comme ça que Dominique perd la course. Alors Le Mans accueille également le MotoGP. Le MotoGP, Philippe, tu vas le suivre de près avec Eurosport tout au long de l'année. Et nous, on a Michel Turcot qui est allé au test à Buriram et qui en a profité pour interviewer Davide Brivio, le team manager du team Suzuki en MotoGP. Of course, it's very important because we didn't expect the results of last year. We came from a good 2016, but we learned a lot. I think was somehow, if I want to take a positive, I should say it was useful. Yeah, we got concessions. It means that if you don't score a podium, you have basically more engine instead of 7 units, 9 units, but especially you can develop during the year. The other advantage is number of testing. But this advantage we're not able to use so much because the calendar is very busy. We have 19 races and it's very difficult to fit many testing. I would like to start the season same as we finished last year. In the last 4 or 5 races, our riders were always on the top 5, close to the podium. So I hope we can restart with that situation and then try to improve. For the moment, our target is our current riders, so Alex and Andrea. So we already started to talk and to see each other, let's say, needs, requests. So we will see, and then depend how it goes with Alex and Andrea, and then we will see if we have to see something else. Merci Michel pour cette interview de Davide Brivio. Alex Rins a fait très fort lors de ses tests en Thaïlande. On le sent très en forme. Nous a rejoint sur le plateau l'invité surprise, un pilote officiel Suzuki, ni en endurance ni en MotoGP. Stéphane Paulus est avec nous. Salut Stéphane. Bonjour David, bonjour Dominique, bonjour Philippe. Donc tu es officiel Suzuki. Et ouais, depuis la fin de l'année, j'ai eu l'immense joie de signer un contrat pilote avec Suzuki France pour 2018. En quelques mots, tu peux nous raconter ton parcours? Parce qu'aujourd'hui, c'est une très belle histoire que tu vis aujourd'hui. C'est un rêve. Alors mon parcours, je commence la moto à 16 ans sur une 125. Je me suis vite orienté vers le stunt à l'époque, qui était plus le freeride dans les années 98, 99, 2000. 2003, j'ai un accident de la route. De ma faute, la vitesse sur route. Et 2010, donc les premières années, j'ai reconstruit ma vie personnelle, professionnelle, retrouvé un équilibre de vie, mais j'avais toujours la moto au fond de moi. Au début, j'ai reroulé sur la route avec un système de béquille centrale pour stabiliser à l'arrêt, au feu rouge. Ouais. Voilà. Mais je ne m'étais pas calmé sur la route. Donc tu as décidé de faire du circuit. Voilà. Et là, aujourd'hui,
tu gères un championnat, tu es à la FIM, la Fédération Donc, internationale de moto, tu conseilles la FFM aussi. Ça a été un long parcours et tu pilotes. Et 2014, je crée Andy Freerider. Donc, c'est une association qui est dédiée aux motards qui ont un accident de la vie et qui souhaiteraient refaire de la moto, mais uniquement sur circuit. Voilà, il y a HMS qui est dédié aux pilotes handicapés, mais sur la route. Andy Freerider, c'est pour la conduite sur circuit. En tout cas, merci de nous avoir rejoints. On parlera de la PMR Cup et de la Andy Race qui repart cette année au Mans dans le cadre du Grand Prix. Ouais, on repart cette année. Alors, va y avoir un championnat de France et la première Coupe internationale handisport. Félicitations d'avoir monté ce championnat avec l'aide de la FFM, avec beaucoup d'aide aussi. La FFM, je suis passé référent handisport au niveau de la FIM depuis le mois de juillet. T'as accepté? C'est tout un tas de projets qui me tiennent à cœur et pour tous les pilotes qui nous ont rejoints aujourd'hui, c'était très important. Dominique, Stéphane a des chronos vraiment intéressants. Tu surveilles de près ça? Oui, on regarde toujours un petit peu les chronos des gens qui peuvent nous intéresser. Alors après, de là à revenir en endurance, pour l'instant, c'est pas fait au niveau des règlements. Il y a beaucoup de choses qui font que ça bloque encore, mais peut-être qu'un jour ça va. Faut pas oublier qu'au 24 heures du Mans automobile, il a été ouvert à un pilote qui était vraiment handicapé, mais beaucoup, et que ça a tenu. Frédéric Sausset, ça s'est bien passé. Et l'année dernière, au 24 heures du Mans, on a eu Daniele Barbero, qui est un pilote de la Didi, qui est amputé au fémoral. La Didi Bridgestone Cup. Didi Bridgestone Cup, c'est mes homologues italiens, et qui a roulé au 24 heures du Mans sur une Ducati. Il n'a pas fait la course, mais il a fait les qualifications. Donc ça se développe. Tu repars en Grand Prix avec Eurosport cette année. Johan Zarco a bien failli être pilote Suzuki. Tu as un peu les dessous de cette histoire. Tu les connais un petit peu? Ouais. Il avait signé un contrat. Ouais, en tout cas, là, on est entouré de gens de chez Suzuki, mais je pense qu'ils peuvent se dire que ils sont passés à côté de quelque chose. Ouais, voilà. Même si Rins, alors l'année dernière, Suzuki l'année dernière, ils ont quand même manqué de réussite. Rins qui s'est blessé, Iannone qui avait un problème avec sa nana. Donc tout ça, on sait qu'un pilote, c'est fragile. C'était déjà arrivé ça avec tes pilotes, d'avoir des problèmes personnels qui ont affecté des résultats sportifs? Oui, c'est vrai, mais là on n'en parlera pas. Là, c'est pas le lieu. Justement, mais il a un peu raison. Le lieu pour en parler. Non, il a un peu on est raison. Entre nous, Dominique. On a dit que l'endurance c'était un sport d'équipe, et dans les équipes, dans le sport d'équipe, il y a aussi les nanas. Et t'as raison, Philippe. C'est une des grosses difficultés. C'est vrai, il ne faut pas le nier, ça compte beaucoup. Je voudrais juste revenir... Sur les nanas ? Non, pas sur les nanas, non, on ne revient pas sur les nanas. Non, moi je voulais juste te parler du GP. Tu sais qu'on avait fait, enfin tu sais bien, tu as un grand souvenir, on avait roulé un petit peu, toi, sur une moto un peu GP avec des mécaniciens à moi un petit peu. Ah bah oui. Ben alors c'est vrai. C'est vrai que quand on a fait le Grand Prix 95, j'avais une Rock Yamaha dans l'équipe de Serge Rosset, mais j'avais Sergio qui faisait la mécanique, qui était venu, et d'ailleurs on a des photos ensemble sur la grille de départ où tu es venu, toi. Mais oui, bien sûr, j'allais pas rater ça, j'allais pas rater. Alors on est dans les souvenirs, justement. On est allé avec Jean-Louis Basset au salon Rétromobile interviewer un grand monsieur du journalisme, Jacques Bussillet, qui a écrit un livre sur un pilote qui nous manque énormément, Barry Sheene, dont on fête, entre guillemets, les 15 ans de sa disparition cette année. Bonsoir Bubu, c'était mieux avant, ça c'est sûr, mais c'était surtout différent. C'est un peu ce que tu nous racontes dans ton ouvrage. On va parler déjà, comment as-tu rencontré Barry pour la première fois? La première fois que j'ai rencontré Barry, c'est dans les toilettes, enfin si je peux appeler ça toilette, du paddock de Barcelone. Donc imaginez l'endroit le plus sale et le plus puant de toute la ville. C'était ce qui servait de toilette au paddock, et je me suis retrouvé à côté d'un chevelu
à qui j'ai dit, dis donc, salut, t'es Barry Sheene. Et très étonné, il m'a dit, comment tu me connais? Et le fait qu'un étranger le reconnaisse et le connaisse, lui a vraiment fait plaisir. Ça a été le point de départ. À cette époque, les pilotes commençaient à gagner de l'argent et à prendre un peu moins de risques. C'est un peu ce qu'on ressent dans cet ouvrage. Alors je ne dirais pas qu'ils prenaient moins de risques. Oui, ils voulaient gagner plus d'argent. L'afflux du sponsoring commence en fait vers 1971, puisque pour la première fois, une grande marque de tabac signe quelques pilotes à titre individuel. Et derrière, le sponsoring arrive pour de bon. Mais les pilotes, du coup, changent de vision, effectivement, un peu à cause du fait qu'ils réalisent qu'ils peuvent gagner de l'argent. Donc, ils sont plus seulement là, je dirais, dans l'esprit rock'n'roll. Je m'amuse, je fais ce que j'ai envie de faire et je vis ma vie marginale. Et du coup, ils commencent à se dire, on n'a pas envie de s'abîmer. À quoi ça sert de gagner de l'argent si on ne peut pas en profiter? Faire interdire des circuits dangereux. Barry a été un innovateur en tout. Le premier protection dorsale, c'est lui. Le premier qui a l'idée, parce qu'il écoutait tout le monde. Donc la protection dorsale, c'est un jockey d'obstacles anglais qui lui conseille. Ensuite, il met des coquilles dans les genoux pour se protéger les genoux. Et ça, c'est parce qu'il a rencontré Roger De Coster chez Suzuki et que De Coster lui dit, nous en cross, on en utilise, t'as qu'à le faire en vitesse. Et il avait des côtés conservateurs, et pour ce qui était de la sécurité et de sa sécurité, il a innové sans arrêt. Aujourd'hui, on pourrait comparer Barry Sheene à Valentino Rossi ou Valentino Rossi à Barry Sheene en termes de popularité à travers le monde, de sourires et de coups de frime sur les circuits. Alors il est évident que les deux plus grands pilotes médiatiques de l'histoire, c'est Barry et Valentino, à une différence près justement. C'est que si je puis dire, la sauce médiatique était toute prête pour Valentino. Alors que celui qui a construit la sauce médiatique pour un pilote de moto, c'est Barry. Je m'explique, quand il a le contrat Fabergé et que Fabergé a aussi sous contrat le champion du monde des poids lourds, Henry Cooper, Barry utilise tout ça pour faire monter sa sauce à lui. Et donc, on peut dire que Rossi a surfé sur une vague qui existait, alors que Barry a créé la vague et a surfé sur cette même vague. C'était très fort. Et Barry Sheene, un grand monsieur, vous avez eu l'occasion de le côtoyer? Non, moi, non. Le voir, oui, mais de ce que j'appelle le côtoyer pour parler avec lui, non. Stéphane, toi, Barry Sheene, ça t'évoque quelque chose de particulier? Alors, c'est la génération. C'est vraiment une génération avant. De nom, je connais. Mon papa m'en parlait beaucoup. Mais voilà, j'en sais pas plus. J'ai suivi, mais voilà, je connais pas le palmarès, le parcours de ces pilotes. Est-ce que ton grand-père t'a parlé de Dominique Meillan? Ça ne m'étonne pas de toi, ça ne m'étonne pas de toi. Mais par contre, mon père me parlait de toi et de ton père. Donc, Et blanc. Hop. Avant de parler du permis à deux avec toi, vas-y. Donc, merci à vous, merci à l'équipe, merci à Olivier qui m'accueille dans sa concession. Ça fait 2 ans qu'il m'invite à boire un café. Donc, quand tu m'as proposé de venir, c'était une petite surprise. Donc, j'ai une petite surprise pour vous et puis je vous laisse tranquille. Je ne sais pas si Olivier peut nous rejoindre. Un petit cadeau. Ah, c'est pour la concession, c'est pour Dominique. Oh, c'est génial. Un petit cadeau. Montre à la caméra. Ouais. Ah. Qui me suit depuis. Merci. Merci Steph. Un petit cadeau pour l'équipe. Merci Stéphane. Merci. Voilà, merci à vous en tout cas. On va quitter la compétition et les grosses motos. On va s'atteler au permis à deux, à ceux qui commencent le permis à deux. Et on commence par une entrée en matière avec Adrien qui a essayé un jeu de scooter. Salut à tous! Les heures de l'humanité sont peut-être comptées, mais dans le jeu d'aujourd'hui, on va pouvoir s'échapper d'une horde de zombies enragés en moto. Et même en scooter. Ouais. Dans Dead Ahead, nous allons devoir nous frayer un chemin à travers différentes routes infestées de zombies avec une main sur une arme et l'autre sur les guidons de différents types de motos. Comme c'est la tradition dans les jeux mobiles, on commence avec un scooter. À chaque nouvelle partie, une liste de challenges à relever apparaît, ce qui nous permettra de débloquer de nouvelles routes et de nouvelles motos.
Au programme des motos, nous aurons évidemment le scooter, chopper, sidecar, motocross, quad et même la moto du dessin animé Akira. La classe. Bien sûr, si vous avez la flemme de relever les défis un par un, vous pouvez toujours passer à la caisse et acheter de l'argent virtuel pour débloquer l'ensemble du jeu immédiatement. Ce serait dommage de choisir cette option puisque ce jeu mobile frôle la perfection tant en matière de progression que de fun. Cerise sur le casque, vous avez même un garage dans lequel il est possible de customiser et upgrader votre bécane. Dead Ahead est franchement un de mes jeux 2D préférés. L'ambiance humour noir et pixel art, le nombre de motos et l'incroyable nombre de défis à relever en fait un jeu à posséder absolument. C'est créé par Mobirat et c'est gratuit au téléchargement, alors faites comme cette horde de zombies et ruez-vous dessus sur Android et iOS. Ce sera pour moi un 9 sur 10, mais n'oubliez pas, port du casque et kit de survie obligatoire. Survivants, rendez-vous dans la concession la plus proche. Le thème du débat d'aujourd'hui, c'est le permis A2, ce qui explique notre présence ici sur le plateau de l'auto-école Monneray à Meudon, la moto-école Monneray à Meudon. Avant d'en débattre avec Philippe, on va écouter Jérôme Pat qui nous donne quelques chiffres très intéressants et exclusifs sur le marché A2. Effectivement David, nous allons vous présenter en exclusivité les premiers résultats concernant les immatriculations de motos aux normes A2 sur le marché français en 2017. Plus de 34 000 motos ont été immatriculées aux normes A2. Cela représente 32% du total des immatriculations de plus de 125 cm3. Pour certains constructeurs et pour des raisons essentiellement liées aux produits, la part des immatriculations A2 reste faible. C'est le cas notamment par exemple de BMW avec 7%, de Harley et Triumph avec 4% ou encore de Ducati avec 2%. Alors, un constructeur spécialisé se distingue, KTM, dont les immatriculations aux normes A2 représentent aujourd'hui 12% du total de ses ventes. Concernant les Japonais, Yamaha a compris l'intérêt que représentait le marché A2, puisque une moto vendue de plus de 125 cm3 par ce constructeur l'a été aux normes A2. Yamaha est ainsi le seul constructeur à avoir dépassé les 10 000 immatriculations sur ce segment. Il assoit ainsi sa position de leader en représentant à lui seul 30% du marché. Enfin, nous terminerons par la déception Suzuki, dont les ventes aux normes A2 n'ont pas dépassé les 500 exemplaires. Ce qui fait qu'il représente 1,3% de part de marché sur ce segment, quand il représente 5,6% pour toutes les autres cylindrées. Donc on est avec André de la moto-école Monneray. André, la puissance des motos du permis A2, c'était 34 chevaux, c'est passé à 47, c'est vraiment mieux? Alors, on voit une évolution quand même, David. Avant, on était bridé à 34 chevaux. Ils ont fait une évolution jusqu'à 47,5. Voilà. Autrefois, c'était 18-21 ans jusqu'à 34 chevaux. Maintenant, c'est 47,5. Voilà. Et ce, quel que soit l'âge désormais. Alors, concernant la passerelle de la transition du A2 vers le A, sachant qu'ils ne sont pas obligés, c'est ceux qui veulent le faire. La transition doit aussi se faire de manière intelligente. On est bridé pendant 47,5 chevaux pour se faire la main, pour prendre de l'expérience, quel que soit l'âge. Ce qui, quelque part, est une bonne chose parce que la moto demande plus de technicité, de technique, encore plus qu'une voiture, parce qu'on est vulnérable et fragile. Donc maintenant, les motards en devenir, par exemple, bientôt, là, je vais former des élèves justement à Montlhéry, avec l'école Monneray, eh bien, je vais faire comprendre aux élèves qu'il faut une graduation aussi dans l'évolution. C'est pas parce qu'on passe de 47,5, enfin, qu'on peut aller au-delà de 47,5, il faut passer après, il est vrai avec la loi française, à 150 chevaux, 200 chevaux. Il faut de l'intelligence. Alors André, vous avez des SV 650 ici. Moi j'ai une SV aussi. J'ai pu tester l'aide au démarrage. Est-ce que ça aide vraiment les élèves? Alors il est vrai qu'on évolue avec l'électronique, ces assistances. Pour le conducteur d'aujourd'hui, c'est bien, c'est bien. Maintenant, l'aide à la conduite sur les motos que l'on peut justement avoir aujourd'hui, eh bien, facilite un petit peu, on va dire réduit un petit peu le risque de calage. Mais bon, pour autant, en cas de démarrage quand même rapide, efficace, le seul jeu à l'embrayage ne suffira pas. Il faut savoir aussi associer le jeu à l'accélération et le jeu à l'embrayage. Ok, merci. Donc justement, sur le plateau chez Action Bike à Paris, avec Philippe, on a une de tes élèves, Dounia, qui va nous dire ce qu'elle pense de l'aide à la conduite. Tu roules sur une SV? Tout à fait, oui. Voilà. Et l'aide à la conduite, t'aide? En fait, moi, j'ai pas non plus tellement de points de comparaison puisque c'est la seule moto que j'ai conduite. Mais effectivement, c'est facile, c'est assez souple, on cale pas. Enfin, quand on fait des épreuves, par exemple, du plateau lent, enfin, on a quand même un peu
Oui, ça se passe bien. Mais bon, encore une fois, je n'ai pas de point de comparaison. Qu'est-ce qui a été le plus difficile Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans l'approche justement Est-ce que c'est le plateau lent? Est-ce que c'est le slalom rapide, l'évolution en ville? Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous? Moi, j'ai un problème avec la vitesse, très nettement. C'est trop ou pas assez? Non, j'ai très peur de la vitesse. Alors ça m'amuse quand je vois des champions comme ça parce que... Enfin, tout est tellement subjectif. Non, moi, le plateau lent, pour moi, ça va à peu près. Enfin, je maîtrise à peu près. Mais effectivement, quand il a fallu m'élancer sur l'autoroute avec des camions qui déboulaient jeudi dernier à toute vitesse, ça a été une épreuve. Oui, une épreuve un peu difficile. Mais c'est là où on s'aperçoit que l'accélération et le rapport poids-puissance, c'est un gage de sécurité en moto. C'est ça qu'il faut travailler aussi par rapport à... Voilà. Oui, j'ai compris la nécessité d'aller vite en moto à certains moments, effectivement. Alors justement, quand on a le permis, Philippe, Dounia, tu vas passer ton permis cette semaine. Quand on a le permis, Philippe, est-ce que c'est important, indispensable ou facultatif de faire du perfectionnement à la conduite? Alors, vous savez, dans notre école, on va du môme de 7 ans jusqu'au pilotage sur circuit, au Paul Ricard, sur le circuit du Bol d'Or. Donc, on fait du perfectionnement et on a beaucoup de gens qui ne veulent pas faire de circuit forcément, mais qui ont envie de se perfectionner parce que le permis moto, on est en train de dire que c'est difficile, mais c'est relativement simple quand même. C'est-à-dire qu'on fait des freinages à 50 km/h. Hein. On peut pas faire. Ça veut dire que quand on peut pas faire beaucoup moins vite. On n'est pas encore tout à fait prêt. On débute. D'où l'intérêt, et c'est pour ça qu'avec Club 14, on a toujours poussé pour l'accès progressif à la puissance, de faire ces classes avec des machines un peu moins puissantes. Mais est-ce que la sécurité routière ne considère pas que quand on sait mieux conduire, on roule plus vite, donc on est plus dangereux? Et ça, c'est les mecs des bureaux. Oui, voilà. Ça. Ouais, bien sûr, plus tu t'entraînes, moins t'es bon. Voilà. Ouais, ça, moins tu vas vite, donc plus t'es en sécurité. Mais non, parce que le stage de perfectionnement, moi, ce qui m'intéresse aussi, quand on fait un stage de perfectionnement, tu peux pas apprendre quelque chose, tout apprendre en une journée. Mais tu peux apprendre aux gens ce qu'il faut pas faire. Alors, tu vois, et souvent, tu as des types ou des femmes qui rentrent chez eux et qui s'aperçoivent qu'à certains endroits sur la route, il faudrait qu'ils roulent un peu plus doucement parce qu'ils n'avaient pas la conscience du danger. C'est comme tout à l'heure, tu nous disais que tu n'as pas de point de repère par rapport à une moto, mais quand tu débutes, tu n'as pas de point de repère par rapport à la façon de conduire aussi une moto. Donc, c'est important d'acquérir progressivement de l'expérience. Et pour moi, la prévention, le perfectionnement, tout ça, c'est un gage de sécurité pour la route tous les jours, bien sûr. Est-ce que tu fais des formules sur une semaine? Est-ce que ça arrive que des personnes, en une semaine, n'ont jamais conduit, et en une semaine, ils arrivent à savoir conduire une moto? Bien sûr, ça arrive. On a un stage débutant qui fait beaucoup d'heures, mais ça arrive quand c'est quelqu'un dans les très jeunes avec quand même beaucoup de capacité d'adaptation. Voilà. Mais il ne faut pas non plus croire qu'on passe son permis en une semaine. On prépare son permis en une semaine et on voit ce qui se passe. Mais il ne faut pas se donner un but absolu de se dire tiens, je vais passer à la fin de la semaine. Parce que c'est la meilleure façon pour se bloquer et se dire j'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe, etc. Oui, puis il faut laisser le temps. Hein. Sécuritairement parlant, c'est un peu contre-productif de dire on vous promet votre permis au bout d'une semaine. Sûr. Vu qu'on est un peu déjà dans le viseur, je pense que ça c'est pas le bon message à faire passer. Non, et puis en plus, un stage, c'est physique quand même, hein, tu as vu. Il faut quand même le faire. Là, en plus, dans ces moments-là, c'est dans les intempéries, c'est compliqué. C'est physique, mais je trouve que c'est surtout psychologiquement que c'est difficile. Physiquement, moi, je n'ai pas trouvé ça très, très difficile. Mais il faut quand même... on est quand même mis... chaque instant face à ses limites et il faut toujours essayer de les dépasser. Et c'est là que le moniteur intervient, qui est derrière nous. Ils sont gentils, les moniteurs de ils Philippe, sont ils sont super. adorables. Oui, formidables. Ils sont bien formés. Quelle moto tu voudrais acquérir après, ou scooter? Non, pas un scooter, non, je voudrais une moto. Je voudrais une moto statutaire. Une belle moto. Laquelle? Non, mais moi, très nettement, ce serait plutôt un style de moto néo-rétro. C'est ce qui me plaît. Ça me rappelle un peu ma jeunesse, tout ça, mes rêves d'adolescente. Et voilà. Merci, Dounia. On va suivre ton passage de permis. Tu nous tiens au courant?
On vous donne des nouvelles bientôt du permis de Dounia la semaine prochaine dans Sans Concession. Salut à tous.